Gisèle ajuste nerveusement sa robe noire devant le miroir de l'entrée, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle lisse le tissu. Ce soir, tout va changer. Après 3 années de labeur acharné, sa petite entreprise de design graphique commence enfin à porter ses fruits. Le contrat avec la boutique de mode parisienne, signé la semaine dernière, lui permettra de rembourser ses dernières dettes et de prouver à sa famille qu'elle n'est plus la petite Gisèle indécise d'autrefois. La maison familiale de Neuilly-sur-Seine se dresse devant elle, imposante avec ses volets bleus et sa façade haussmannienne parfaitement entretenue. Les lumières dorées filtrent à travers les rideaux de soie, révélant des silhouettes élégantes qui évoluent dans le salon. Gisèle inspire profondément l'air froid de décembre, son souffle formant un petit nuage de vapeur. Cette fois, elle ne repartira pas la tête basse. Dans l'entrée, sa mère Françoise l'accueille d'un baiser glacial sur chaque joue, ses yeux scrutant immédiatement la tenue de sa fille cadette. Son père Henri, déjà installé dans son fauteuil de cuir, lève à peine les yeux de son journal financier. Margot, resplendissante dans son tailleur Chanel, trône au centre du canapé, racontant avec animation sa dernière victoire judiciaire devant un parterre d'oncles et tantes admiratifs. Le dîner se déroule selon le rituel habituel. Margot monopolise la conversation, énumérant ses succès professionnels avec une précision chirurgicale. L'affaire gagnée contre un grand groupe industriel, son bureau d'angle avec vue sur la Seine, sa prime de fin d'année qui dépasse le salaire annuel de bien des cadres. Les convives hochent la tête avec respect, multipliant les compliments sur cette fille si brillante, si accomplie. Gisèle attend son moment, le cœur battant. Entre la poire et le fromage, elle se racle la gorge. « J'ai aussi quelque chose à vous annoncer. Ma petite entreprise. »« Oh, tes petits dessins !» l'interrompt Françoise, avec un sourire condescendant qui ne trompe personne. Gisèle sent ses joues s'empourprer, mais continue, déterminée. « J'ai décroché un contrat important. Cela va vraiment changer. » Sa mère pose bruyamment son verre de vin sur la table, le cristal tintant dans le silence soudain. Son regard parcourt l'assemblée avec une expression théâtrale, comme si elle s'apprêtait à livrer la révélation de l'année. Les conversations se tarissent, tous les visages se tournent vers elle. « Mes chers amis, j'ai 2 filles. Une avocate brillante qui nous rend fiers chaque jour. » Françoise marque une pause calculée, savourant son effet. « Et une mendiante qui se prend pour quelqu'un. » L'éclat de rire collectif résonne dans la pièce comme une gifle. Les oncles s'esclaffent. Les tantes cachent mal leur sourire derrière leurs serviettes. Même Margot laisse échapper un petit rire gêné. Henri, enhardi par l'hilarité générale, ajoute sa pierre à l'édifice familial. « Ma petite Gisèle, sois au moins heureuse qu'on s'occupe de toi. » Le silence qui suit est assourdissant. Gisèle reste figée, sa fourchette suspendue à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. Quelque chose se brise en elle, définitivement. Non pas son cœur, il s'est endurci au fil des années, mais cette dernière parcelle d'espoir qui l'amenait encore à ses dîners familiaux, cette fois naïve en un amour inconditionnel qui n'a jamais existé. Elle pose calmement ses couverts, se lève avec une dignité qui surprend l'assistance. Dans l'entrée, elle récupère son manteau sans hâte, ignorant les protestations molles qui lui parviennent du salon. Sa mère l'appelle d'une voix faussement inquiète. « Gisèle, voyons, tu n'as aucun humour. » La porte se referme dans un claquement sec. Dehors, la neige a commencé à tomber, recouvrant d'un manteau blanc immaculé les voitures de luxe garées dans l'allée. Gisèle marche vers sa petite Clio rouge, ses talons résonnant sur le bitume gelé. Elle ne pleure pas. Pas encore. Elle conduit jusqu'à son appartement du 19e arrondissement en pilote automatique, les mots de sa mère résonnant en boucle dans sa tête. Une mendiante qui se prend pour quelqu'un. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Gisèle ne cherche pas d'excuses à sa famille. 7 jours s'écoulent depuis cette nuit de Noël. 7 jours où Gisèle évite soigneusement son téléphone, se concentrant sur ses projets graphiques avec une détermination féroce. Son petit appartement du 19e arrondissement est devenu un cocon protecteur, loin du monde extérieur et de ses jugements. Elle travaille tard, se lève tôt, mange peu. Tout pour ne pas penser à cette phrase qui résonne encore. Une mendiante qui se prend pour quelqu'un. Ce matin-là, elle se dirige vers le distributeur automatique de sa banque. Une routine matinale qu'elle affectionne. Vérifier ses comptes, planifier sa semaine, anticiper les échéances.
Gisèle insère sa carte bleue d'un geste machinal, tape son code secret. L'écran clignote. Opération refusée. Elle recommence, certaine d'avoir fait une erreur de frappe. Nouveau refus. Son cœur commence à s'accélérer. À l'accueil de la banque, l'employé examine son dossier avec une mine embarrassée. Madame Martin évite son regard, tripotant nerveusement son stylo. « Mademoiselle Dubois, je suis désolée de vous annoncer que vos comptes ont été gelés. Une procédure initiée par les co-titulaires du compte joint numéro... » La voix de l'employé devient un bourdonnement lointain. Gisèle sent le sol se dérober sous ses pieds. Le compte joint. Ce maudit compte ouvert à ses 18 ans, qu'elle avait complètement oublié. Un compte où elle versait régulièrement ses économies, pensant naïvement qu'il s'agissait d'un simple compte épargne familial. « Combien ?» demande-t-elle d'une voix blanche. 15 000 € ont été transférés hier. Le solde actuel est de 37,15 €. 15 000 €. 3 années d'économie méticuleuse. Chaque euro mis de côté avec l'espoir de développer son entreprise, d'acheter du matériel professionnel, de se constituer un matelas de sécurité. Volatilisé en quelques clics. Gisèle rentre chez elle en pilote automatique, les jambes flageolantes. Dans l'ascenseur, la réalité la frappe de plein fouet. Sans ses économies, impossible de payer le loyer de janvier. Impossible de régler l'abonnement Internet indispensable à son travail. Impossible de honorer ses engagements envers ses clients. Elle s'effondre contre la paroi métallique, les larmes qu'elle retenait depuis une semaine jaillissant enfin. Son téléphone vibre. Un message de sa mère. « Ma chérie, nous avons des difficultés financières temporaires. Papa a fait quelques mauvais investissements en bourse. Nous savons que tu as des économies sur le compte joint. Pourrais-tu nous aider ? C'est urgent. Nous te rembourserons dès que possible. Nous comptons sur toi. Maman !» Gisèle lit et relit le message, incrédule. L'audace de cette femme dépasse tout entendement. D'abord l'humilier publiquement, puis voler ses économies, et maintenant quémander son aide avec le culot de celui qui n'a rien fait de mal. La colère monte en elle, pure et libératrice. Elle tape sa réponse sans trembler. « Qui êtes-vous » 3 mots. 3 mots qui résument 28 années de désillusion, de manipulation, de faux-semblants. 3 mots qui marquent la fin d'une époque. Aussitôt, le téléphone sonne. Françoise. Gisèle décroche par réflexe. « Ma chérie, qu'est-ce que tu veux dire par... » « Je veux dire exactement ce que j'ai écrit. Qui êtes-vous pour me voler mes économies après m'avoir humiliée ? » « Voler ? Voyons, Gisèle, tu dramatises. C'est un emprunt temporaire. » « Un emprunt sans demande d'autorisation ?» Le silence à l'autre bout de la ligne en dit long. Françoise reprend, sa voix prenant une tonalité plus dure. « Tu es notre fille. Nous t'avons élevée, logée, nourrie. Tu nous dois bien ça. » Gisèle ferme les yeux. Cette phrase, elle l'a entendue 1000 fois. L'arme ultime de la culpabilisation parentale. « Je ne vous dois rien. Plus maintenant. » Elle raccroche, coupe son téléphone. Dans le silence de son appartement, Gisèle comprend qu'elle vient de franchir une ligne rouge. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Pour la première fois depuis des années, cette perspective ne l'effraie pas. Elle la libère. Dehors, Paris scintille sous les réverbères. Une nouvelle année commence. Une nouvelle vie aussi. 2 semaines se sont écoulées depuis la conversation téléphonique avec sa mère. 2 semaines de galères administratives, de coups de fil incessants et de démarches épuisantes. Gisèle arpente les couloirs de sa banque, un dossier épais sous le bras, déterminée à récupérer ce qui lui appartient. Son appartement sans chauffage est devenu un frigo, mais elle refuse de céder à la panique. Chaque matin, elle se rend dans des cafés pour travailler sur ses projets, commandant un simple café qu'elle fait durer 3 heures. L'employée qui la reçoit aujourd'hui n'est plus Madame Martin, mais une jeune femme aux cheveux courts et au regard bienveillant. Madame Leroy examine attentivement son dossier, fronçant les sourcils devant l'évidence de la manipulation familiale. Malheureusement, les transferts étaient légaux. Mais ce que vous décrivez, c'est de la violence économique familiale. Elle lui glisse discrètement une carte de visite en chuchotant quelques mots d'encouragement. 1 heure plus tard, Gisèle pousse la porte du centre d'aide aux victimes de Paris, dans le 15e arrondissement. L'association occupe tout un étage d'un immeuble moderne près du métro Vaugirard. Ses murs tapissés d'affiches colorées, prônant l'autonomie et la reconstruction.
Dans la salle d'attente, quelques personnes patientent, la plupart des femmes au visage marqué par l'épuisement et la résignation. Maxime Durand se présente comme conseiller bénévole. Grand, brun, avec des yeux noisettes particulièrement expressifs et un sourire rassurant, il porte un pull en laine gris et un jean, loin de l'image corporate qu'elle imaginait. Son bureau est petit mais chaleureux, décoré de plantes vertes et de photos de voyage qui témoignent d'une vie riche et équilibrée. Gisèle commence par bafouiller, puis les mots viennent naturellement. Elle raconte Noël, l'humiliation, l'argent volé, la manipulation. Maxime l'écoute sans l'interrompre, prenant des notes sporadiques, hochant parfois la tête avec une compréhension qui la bouleverse. Personne ne l'a écoutée ainsi depuis des années. Quand elle évoque la phrase de sa mère au dîner, sa voix se brise légèrement. Ce que vous vivez a un nom, financial abuse. Vous n'êtes ni folle, ni responsable de cette situation. Ces mots résonnent en elle comme une révélation. Ce qu'elle subissait depuis des années n'était ni normal, ni acceptable. Pour la première fois depuis des semaines, Gisèle sent ses épaules se détendre. Quelqu'un comprend. Quelqu'un ne la juge pas. Maxime lui détaille les recours possibles, évoquant d'autres femmes dans sa situation qui ont réussi à reconstruire leur vie. Ses yeux brillent d'une conviction sincère quand il affirme qu'elle a toutes les cartes en main pour réussir. Il propose un rendez-vous la semaine suivante pour établir un plan d'action concret. Vous avez déjà fait le plus dur, reconnaître la manipulation. En sortant de l'association, Gisèle ressent quelque chose qu'elle avait oublié, l'espoir. Les rues du 15e arrondissement lui semblent moins grises, les passants moins pressés. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se sent plus seule face à l'adversité. Dans le métro qui la ramène chez elle, elle observe son reflet dans la vitre et y découvre une femme différente, plus droite, plus déterminée. Ce soir-là, dans son appartement glacé, elle rallume son ordinateur portable et répond à 3 clients potentiels qui l'attendaient. 3 semaines après sa première visite au centre d'aide, Gisèle commence à retrouver un semblant d'équilibre. Son appartement est désormais chauffé grâce au premier paiement de ses nouveaux contrats. Et elle a même pu s'acheter une bouilloire électrique qui trône fièrement dans sa cuisine minuscule. Ce jeudi soir, elle travaille sur le logo d'une boulangerie artisanale quand la sonnette retentit de manière insistante. Par l'interphone, la voix de Margot résonne, hésitante et inhabituellement fragile. Gisèle reste figée quelques secondes avant d'appuyer sur le bouton d'ouverture. Elle n'a pas revu sa sœur depuis le dîner de Noël et leur dernière conversation téléphonique remonte à des semaines. Margot apparaît sur le palier, visiblement mal à l'aise dans son manteau de cachemire beige qui détonne dans l'escalier défraîchi. Ses yeux parcourent rapidement le petit appartement, s'attardant sur les murs repeints en blanc et les créations graphiques encadrées que Gisèle a accrochées partout. L'avocat brillante semble découvrir pour la première fois l'univers de sa petite sœur. Elle s'installe précautionneusement sur le canapé Ikea, croisant ses jambes gainées de collants fins. Son regard évite celui de Gisèle, fixant obstinément ses mains manucurées qui tripotent nerveusement l'anse de son sac Hermès. L'ambiance est lourde, chargée de tous les non-dits accumulés depuis des années. Papa et maman sont vraiment en difficulté financière, commence-t-elle d'une voix étouffée. Gisèle ressent une pointe de satisfaction amère en entendant cette confirmation. Leurs parents ont effectivement dilapidé ses économies par nécessité, pas par pure méchanceté. Cette nuance change tout et rien à la fois. Margot lui explique alors l'ampleur des dégâts. Henri a perdu près de 80 000 € en spéculant sur des actions technologiques, convaincu par un conseiller financier peu scrupuleux. La maison de Neuilly est hypothéquée, et Françoise a dû vendre ses bijoux de famille. L'image parfaite de réussite bourgeoise s'effrite comme un château de cartes. Ils m'ont supplié de te convaincre de revenir. Maman pleure tous les soirs. Elle pleure sur quoi exactement ? Sur l'argent perdu ou sur sa fille humiliée publiquement ? Le silence qui suit en dit long. Margot détourne le regard, incapable de soutenir l'intensité de celui de sa sœur. Elle finit par avouer qu'elle savait depuis plusieurs mois pour les problèmes financiers, mais qu'elle n'a jamais osé prévenir Gisèle. Cette révélation tombe comme un coup près. « Tu savais qu'ils allaient vider mon compte ?»« Non, enfin, je me doutais qu'ils chercheraient une solution. Mais je n'imaginais pas... » Margot s'interrompt, réalisant que ses explications ne font qu'aggraver son cas.
Elle pose sa tête entre ses mains, et pour la première fois depuis des années, l'avocate parfaite montre ses failles. « Tu as toujours été plus forte que moi, Gisèle. Moi, je n'ai jamais osé leur dire non. » Cette phrase résonne étrangement. Gisèle observe sa grande sœur, cette femme qu'elle a toujours enviée pour sa réussite et son assurance. Elle découvre avec stupeur que Margot aussi est une victime du système familial toxique, emprisonnée dans un rôle de fille parfaite qu'elle ne peut pas abandonner sans tout perdre. L'avocate repart 1 heure plus tard, après avoir tenté une réconciliation maladroite que Gisèle refuse poliment mais fermement. Certaines blessures ne guérissent qu'avec le temps et la distance. Sur le pas de la porte, Margot se retourne une dernière fois. « Ils t'aiment à leur manière, tu sais. »« Ce n'est pas suffisant, » répond Gisèle avant de refermer doucement la porte. 3 mois se sont écoulés depuis la visite de Margot. 3 mois de reconstruction méthodique et de petites victoires quotidiennes. L'appartement de Gisèle s'est transformé en un véritable atelier créatif, ses murs tapissés d'esquisses colorées et de projets en cours. Elle a trouvé son rythme de travail, se levant chaque matin à 6 heures pour profiter de la lumière naturelle qui inonde sa cuisine transformée en bureau. Sa routine matinale est devenue un rituel sacré. Café noir, consultation de ses emails professionnels, puis immersion totale dans ses créations graphiques. Les contrats s'enchaînent désormais avec une régularité rassurante. Sa réputation grandit dans le milieu créatif parisien, portée par le bouche à oreille et ses réalisations soignées. Ce matin-là, son téléphone vibre avec l'insistance d'une bonne nouvelle. Camille Rousseau, directrice artistique d'une start-up lyonnaise spécialisée dans les applications éducatives, lui propose un projet d'envergure. Concevoir l'identité visuelle complète de leur nouvelle plateforme d'apprentissage des langues. Le montant évoqué dépasse tout ce qu'elle a gagné jusqu'à présent. Nous avons vu votre travail sur le projet de la boulangerie Martineau. C'est exactement l'esprit que nous recherchons. Moderne mais chaleureux, accessible sans être simpliste. Gisèle sent son cœur s'emballer. Ce contrat représente bien plus qu'une simple commande. C'est la validation concrète de ses compétences, la preuve tangible qu'elle peut vivre de sa passion. Elle négocie les conditions avec un aplomb qui la surprend elle-même, forte de sa nouvelle confiance en elle. L'après-midi même, elle se rend à son rendez-vous hebdomadaire avec Maxime au centre d'aide. Leurs rencontres ont évolué au fil des semaines, passant du conseil juridique strict à quelque chose de plus personnel. Maxime l'accueille avec ce sourire particulier qu'elle a appris à apprécier, mélange de douceur et d'admiration sincère. Il s'installe dans le petit café près de l'association, leur nouveau quartier général officieux. Maxime commande toujours un thé vert, Gisèle un cappuccino qu'elle savoure lentement. Elle lui raconte sa victoire professionnelle avec un enthousiasme qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années. « Je suis fière de vous voir reprendre confiance ainsi. Vous rayonnez littéralement. » Ces mots la touchent plus qu'elle ne l'avoue. Maxime a été le premier homme à croire en elle sans arrière-pensée, à l'encourager sans chercher à la contrôler ou à la diminuer. Leur conversation glisse naturellement vers des sujets plus intimes. Il lui confie qu'il a lui aussi coupé les ponts avec une famille toxique, comprenant mieux que quiconque son parcours de libération. Le soir tombe doucement sur Paris quand il quitta le café. Maxime propose de la raccompagner, prétextant que leurs appartements sont dans la même direction. Durant le trajet en métro, leurs mains se frôlent sur la barre de maintien, créant une électricité palpable entre eux. Arrivés devant l'immeuble de Gisèle, ni l'un ni l'autre ne semblent pressés de se séparer. Elle l'invite spontanément à monter, prendre un dernier café, surprise de son propre audace. Dans son petit salon décoré de ses créations, ils partagent un dîner improvisé composé de restes du frigo et de bonne humeur. La conversation coule naturellement, ponctuée de rires sincères et de silences complices. Maxime examine avec attention ses œuvres accrochées au mur, posant des questions pertinentes sur ses techniques et ses inspirations. Personne ne s'est jamais intéressé à son travail avec autant de curiosité bienveillante. Vous avez un talent rare pour capturer l'émotion dans vos designs. Cette affiche pour la librairie associative, par exemple. Elle respire la passion des mots. Ils se rapprochent imperceptiblement, attirés l'un vers l'autre par une complicité grandissante. Quand leurs lèvres se joignent enfin, c'est avec la douceur de 2 personnes qui ont appris à panser leurs blessures et osent à nouveau faire confiance. Ce baiser a un goût de liberté retrouvée, de nouveaux départs assumés. La soirée se prolonge dans une intimité respectueuse,
faite de caresses tendres et de mots murmurés. Pour la première fois depuis des mois, Gisèle s'endort apaisée, blottie contre l'épaule de Maxime qui caresse doucement ses cheveux. 2 semaines filent dans une bulle de bonheur tranquille. Gisèle et Maxime prennent leurs habitudes ensemble, partageant café du matin et dîners improvisés dans le petit appartement du 19e. Leur relation grandit naturellement, sans précipitation ni pression, nourrie par leur conversation profonde et leur compréhension mutuelle. Maxime respecte son rythme, sa méfiance acquise envers les liens affectifs trop rapides. Ce jeudi soir, Gisèle peaufine les derniers détails de son projet pour la start-up lyonnaise quand son téléphone se met à vibrer frénétiquement. Numéro masqué. Elle hésite, puis décroche par réflexe professionnel. Mademoiselle Dubois ? Ici les urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Votre père Henri Dubois a été admis suite à un malaise cardiaque. Votre mère souhaite vous prévenir. Le monde s'arrête. Gisèle reste figée, le combiné collé à l'oreille, incapable de prononcer un mot. Henri, malgré tous ses défauts, reste son père. L'homme qui lui apprenait à faire du vélo dans les allées du bois de Boulogne, qui l'emmenait voir les expositions au Grand Palais quand elle était petite. Maxime, installé sur le canapé avec un livre, lève les yeux en sentant son trouble. Elle raccroche, le visage livide, et lui explique la situation d'une voix blanche. Il pose immédiatement son livre, vient s'asseoir près d'elle. « Tu veux y aller ? Je ne sais pas. Après tout ce qu'ils m'ont fait subir, quoi que tu décides, je serai là. Tu n'as rien à prouver à personne. » Ces mots lui donnent la force de trancher. 1 heure plus tard, elle pousse les portes automatiques de l'hôpital Saint-Antoine, l'estomac noué par l'appréhension. Dans les couloirs aseptisés flotte cette odeur caractéristique de désinfectant et d'angoisse mélangée qui lui rappelle d'autres visites, d'autres attentes dans ces fauteuils inconfortables. Elle retrouve sa famille dans la salle d'attente du service cardiologie. Françoise, vieillie et amaigrie, porte une robe noire froissée qu'elle n'aurait jamais accepté de mettre auparavant. Margot, en tailleur strict, consulte nerveusement ses emails professionnels sur son téléphone. Les 2 femmes lèvent la tête à son arrivée. « Ma chérie, tu es venue !» s'exclame sa mère en se levant pour l'étreindre. Gisèle se laisse faire sans répondre à l'embrassade, son corps raidi par la méfiance. Françoise recule, déstabilisée par cette froideur inhabituelle. Elle tente de reprendre contenance, expliquant les circonstances du malaise avec une précision clinique qui masque mal son affolement. Henri a été pris de douleurs thoraciques en pleine nuit. Diagnostic. Infarctus léger, mais surveillance nécessaire. Les médecins parlent de stress, de surmenage, évoquent discrètement les facteurs psychologiques qui peuvent déclencher ce genre d'accident cardiaque. « Tu vois ce que ta colère lui a fait ?» lance Françoise avec cette capacité innée à retourner les situations. Gisèle sent la moutarde lui monter au nez. Cette culpabilisation automatique, cette inversion de responsabilité la révulse. Elle impose calmement ses conditions. Voir son père seul d'abord, sans témoin, sans pression familiale. Margot tente de protester, mais le regard de sa sœur la dissuade d'insister. Dans la chambre 314, Henri repose sur un lit d'hôpital, relié à divers appareils de surveillance qui émettent leur bip rassurant. Il paraît plus fragile qu'elle ne l'imaginait, ses cheveux grisonnants et bourriffés sur l'oreiller blanc. En la voyant entrer, ses yeux s'embuèrent légèrement. « Ma petite fille, tu es là. » Cette voix cassée, presque enfantine, réveille malgré elle des souvenirs tendres qu'elle croyait enfouis. Henri lui explique alors ce qu'elle soupçonnait déjà. Françoise l'a poussée à couper les vivres à Gisèle pour qu'elle revienne dans le giron familial. Cette stratégie de manipulation calculée la bouleverse plus qu'elle ne l'avoue. Son père lui demande pardon avec la sincérité d'un homme qui frôle la mort. Mais ses excuses arrivent trop tard, trop faibles face à des années d'humiliation et de contrôle. Gisèle pose ses conditions clairement. Remboursement intégral de l'argent volé et excuses publiques ou aucun contact possible. Henri acquiesce faiblement, trop épuisé pour négocier. En sortant de la chambre, Gisèle surprend par hasard sa mère au téléphone dans le couloir. « Ne t'inquiète pas, elle va craquer. Elle a toujours été trop sensible. » Gisèle interrompt brutalement l'appel de sa mère en s'approchant d'elle dans le couloir de l'hôpital. Françoise sursaute, range précipitamment son téléphone avec la maladresse de quelqu'un pris en flagrant délit. Son visage se durcit instantanément.
abandonnant le masque de la mère éplorée qu'elle arborait quelques minutes plus tôt devant les autres membres de la famille. Qui était-ce au téléphone, et qu'est-ce que tu entendais par « elle va craquer » Françoise tente de biaiser, prétextant un appel anodin à une amie. Mais Gisèle n'est plus la petite fille crédule d'autrefois. Elle insiste, exige des explications claires. Acculée, sa mère finit par lâcher le morceau avec une franchise brutale qui la surprend elle-même. Très bien. Puisque tu veux tout savoir. C'était Madame Girard, la directrice des ressources humaines chez Publicis. Elle m'a confirmé qu'il y avait toujours un poste disponible pour toi dans son équipe créative. Un vrai travail, avec un vrai salaire, pas tes petits dessins ridicules. La révélation tombe comme une massue. Françoise a orchestré cette crise financière pour forcer Gisèle à abandonner son entreprise naissante et accepter un emploi salarié dans une grande agence. Tout était calculé, planifié, manipulé depuis le début. Tu gâches ton potentiel avec tes projets d'indépendante. Tu n'arriveras jamais à rien seule. Cette petite entreprise de design, c'est un caprice d'adolescente attardée. Chaque mot est une gifle. Gisèle comprend enfin qu'elle n'a jamais été aimée pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle pourrait rapporter à l'image familiale. Une fille sage et obéissante, employée dans une entreprise prestigieuse, qui ferait honneur au nom des Dubois lors des dîners mondains. « Maman, tu réalises ce que tu es en train de me dire ? Je suis en train de te dire que je veux le meilleur pour ma fille, que je refuse de te voir échouer par orgueil. » La conversation monte en intensité. Françoise lâche ses véritables pensées sans filtre, révélant des années de frustration accumulées. Elle avoue avoir toujours considéré les choix artistiques de Gisèle comme une forme de rébellion puérile qu'il fallait corriger. Margot apparaît au bout du couloir, attirée par les éclats de voix. Elle s'approche prudemment, tentant de s'interposer entre sa mère et sa sœur. Mais Gisèle se tourne vers elle avec une lucidité douloureuse. « Toi aussi, tu le savais, n'est-ce pas ? Ce poste chez Publicis, cette manipulation, tu étais dans le coup depuis le début. » Le silence de Margot confirme ses pires soupçons. L'avocate brillante baisse les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur de sa petite sœur. Elle marmonne quelques justifications embarrassées sur les bonnes intentions familiales, sur l'amour difficile de leur mère. « Nous voulions juste t'aider à prendre les bonnes décisions. » Les bonnes décisions ? Selon qui ? Selon vos critères de réussite bourgeoise ? Gisèle sent une colère froide l'envahir, différente de la rage aveugle qu'elle ressentait auparavant. Cette fois, c'est une détermination lucide qui la guide. Elle regarde tour à tour sa mère et sa sœur, ces deux femmes qui ont façonné sa vie pendant 28 ans. Vous avez créé un monstre, mais ce monstre, ce n'est pas moi. C'est cette famille dysfonctionnelle qui dévore ses propres enfants pour maintenir ses apparences. Françoise devient livide, choquée par la dureté de ses mots. Elle tente une dernière manœuvre de culpabilisation, évoquant l'état de santé fragile d'Henri, les sacrifices consentis pour l'éducation de ses filles, l'ingratitude révoltante de cette génération. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tout ce que vous avez fait, c'est m'empêcher d'être moi-même. Maintenant, c'est terminé. Gisèle tourne les talons, laissant derrière elle deux femmes abasourdies par sa détermination. Dans l'ascenseur qui l'amène vers la sortie, elle sent ses jambes trembler sous l'émotion. Cette confrontation, elle l'avait évitée pendant des années, reportée par lâcheté ou par loyauté mal placée. Dans le parking de l'hôpital, Maxime l'attend près de sa voiture, comme promis. En la voyant arriver, il comprend immédiatement ce qui vient de se passer. Elle s'effondre dans ses bras, libérant enfin toutes les larmes qu'elle retenait depuis des mois. Pour la première fois depuis longtemps, ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. 6 mois se sont écoulés depuis cette confrontation à l'hôpital. 6 mois de reconstruction progressive et de bonheur retrouvé. Gisèle et Maxime ont emménagé ensemble dans un appartement lumineux du 11e arrondissement, près de République. 2 chambres, une cuisine ouverte sur un salon baigné de lumière, et surtout, un petit bureau qu'elle a transformé en atelier créatif parfaitement organisé. Son entreprise prospère au-delà de ses espérances les plus folles. Le succès du projet lyonnais lui a ouvert de nouvelles portes, attirant l'attention d'autres start-up innovantes. Elle emploie désormais 2 freelances à temps partiel, Marie et Thomas, 2 jeunes graphistes talentueux qu'elle a formés selon ses méthodes. Leur collaboration fonctionne parfaitement, chacun apportant sa créativité unique au projet collectif. Ce matin de septembre,
Particulièrement doux, Gisèle sirote son café en consultant ses emails quand son cœur s'arrête sur un nom d'expéditeur, Maître Legrand, avocat de son père. Elle ouvre le message avec appréhension, s'attendant à une nouvelle manipulation familiale déguisée en procédure légale. Le courrier est froid, professionnel, dépourvu de toute émotion personnelle. Henri Dubois fait virer la somme de 15 000 € sur son compte personnel, accompagné des intérêts légaux calculés depuis la date du transfert initial. Aucun mot d'excuse, aucune explication, juste l'exécution mécanique d'un accord passé entre un père mourant et sa fille définitivement perdue. Gisèle relit plusieurs fois le message, cherchant entre les lignes une once de regret sincère ou de reconnaissance. Rien. Même dans cette restitution forcée, ses parents maintiennent leur position de victimes incomprises. Elle imprime le virement, le contemple quelques secondes, puis le déchire symboliquement avant de l'encaisser électroniquement. Cet argent lui appartient. Elle l'a gagné par son travail et ses privations. Mais elle n'en a plus besoin pour survivre. Son entreprise génère désormais suffisamment de revenus pour lui garantir une indépendance financière complète. Cette restitution tardive ressemble plus à une formalité qu'à une réparation. L'après-midi même, son téléphone LinkedIn signale un nouveau message. Margot Dubois souhaite la contacter. Gisèle hésite longuement avant d'ouvrir la notification. Sa sœur propose une collaboration professionnelle, évoquant un client de son cabinet juridique qui aurait besoin de refondre son identité visuelle. Le ton est professionnel, presque froid, évitant soigneusement toute allusion personnelle. La proposition est alléchante financièrement, et Margot connaît parfaitement ses compétences techniques. Mais Gisèle décline poliment, expliquant que son planning est complet pour les 6 prochains mois. Ce n'est pas entièrement faux, mais surtout, elle refuse de mélanger vie professionnelle et toxicité familiale résiduelle. Certaines ruptures sont définitives, nécessaires à l'équilibre psychologique. Margot restera pour toujours cette sœur aimée, mais complice d'un système destructeur. Leur relation s'arrêtera là, sur cette proposition professionnelle déclinée qui marque symboliquement la fin d'une époque. Le soir venu, Maxime rentre de son travail à l'association, les bras chargés de courses, pour préparer leur dîner hebdomadaire avec Marie et Thomas. Ces soirées sont devenues une tradition qu'ils chérissent tous, mélange de discussions créatives et de moments de détente partagés. Gisèle lui raconte les événements de la journée tout en préparant des légumes pour la ratatouille. Maxime l'écoute attentivement, posant les bonnes questions, la soutenant dans ses choix sans jamais tenter d'influencer ses décisions. Cette liberté respectueuse constitue le fondement solide de leur relation. Tu as bien fait de refuser la proposition de Margot. Tu n'as plus rien à prouver à ta famille. Je sais, pour la première fois de ma vie, je me sens libre de mes choix. Ils s'embrassent tendrement dans la cuisine, interrompus par l'arrivée de leurs invités qui sonnent à la porte. La soirée se déroule dans la joie et la complicité, ponctuée de rires sincères et de projets d'avenir enthousiastes. Gisèle observe ce petit cercle qu'elle s'est constitué, cette famille de cœur qui l'accepte sans condition. Tard dans la nuit, blottie contre Maxime qui dort paisiblement, elle repense à ce parcours chaotique qui l'a menée jusqu'ici. Les blessures cicatrisent lentement, mais elles ne la définissent plus. Elle a trouvé sa voie, ses gens, sa place dans le monde. Un an jour pour jour après ce dîner de Noël catastrophique, Gisèle organise sa propre fête de fin d'année dans leur appartement-atelier du 11e arrondissement. Les murs sont décorés de ses dernières créations, témoignage vibrant d'une année de reconstruction achevée. L'appartement résonne de conversations animées et de rires spontanés, cette mélodie du bonheur authentique qu'elle avait oubliée. Marie et Thomas arrivent les premiers, chargés de bouteilles de champagne et d'amuse-bouches faites maison. Leurs visages rayonnent de cette fierté partagée des entrepreneurs qui voient dans leur aventure collective prospérer. L'équipe s'est agrandie récemment avec l'arrivée de Sophie, une illustratrice freelance spécialisée dans les projets éditoriaux. Maxime accueille les invités avec cette chaleur naturelle qui le caractérise, distribuant les coupes de champagne tout en racontant les dernières anecdotes de l'association. Il porte ce pull bordeaux que Gisèle lui a offert pour ses 32 ans et qui fait ressortir la couleur noisette de ses yeux. L'ambiance monte progressivement, nourrie par les récits de réussite professionnelle et de projets futurs. Gisèle vient de décrocher un contrat international avec une maison d'édition suisse et Thomas prépare sa première exposition personnelle dans une galerie du Marais. Ces victoires collectives tissent entre eux des liens plus forts que n'importe quelle famille traditionnelle. Vers 22h,
Le téléphone de Gisèle vibre discrètement. Message de Margot, plus long que d'habitude. Elle l'ouvre par curiosité, sans appréhension particulière. Sa sœur lui écrit que leur mère a été hospitalisée pour une dépression sévère, que leur père a définitivement perdu la maison familiale, qu'ils vivent désormais dans un petit appartement de banlieue. Maman demande de tes nouvelles tous les jours. Papa ne parle plus depuis des semaines. Je ne sais plus quoi faire. S'il te plaît, Gisèle, reviens. Nous avons besoin de toi. La famille a besoin de se reconstruire ensemble. Gisèle lit ce message à voix haute devant ses invités, comme elle lirait un fait divers dans un journal. Les mots ne l'atteignent plus, rebondissent sur l'armure de sérénité qu'elle s'est forgée. Elle supprime calmement le message sans y répondre, glisse son téléphone dans sa poche. « Qui étaient ces gens ?» demande Maxime en plaisantant à demi. « Je ne sais plus », répond-elle avec un sourire serein qui illumine tout son visage. Cette réponse spontanée résonne comme une déclaration d'indépendance définitive. Elle a effacé de sa mémoire émotionnelle ces personnes qui l'ont fait souffrir, gardant uniquement les leçons apprises de cette épreuve. La liberté a ce goût-là, celui de l'oubli choisi, de la page tournée sans amertume. Gisèle lève son verre de champagne, attirant l'attention de tous ses invités. Son regard parcourt ces visages bienveillants qui constituent désormais sa vraie famille, celle qu'elle a choisie et construite patiemment. À ceux qui nous choisissent vraiment, sans condition ni chantage, à ceux qui nous aiment pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous pourrions leur apporter. Les verres s'entrechoquent dans un tintement cristallin, accompagné des applaudissements enthousiastes de l'assemblée. Cette phrase simple résume parfaitement le chemin parcouru, la sagesse acquise au prix de tant de souffrances. La soirée se poursuit dans cette atmosphère de bonheur partagé, mais Gisèle garde précieusement son secret. Depuis 3 semaines maintenant, elle porte en elle une nouvelle vie. Le test de grossesse, caché dans sa table de nuit, a confirmé ce qu'elle pressentait déjà. Un petit être grandit en elle, fruit de son amour avec Maxime et symbole de leur avenir commun. En regardant l'homme qu'elle aime rire aux éclats avec leurs amis, elle pose instinctivement sa main sur son ventre encore plat. Cette nouvelle vie n'aura jamais à mendier l'amour de personne. Elle grandira dans un foyer où la bienveillance et l'authenticité priment sur les apparences et les manipulations. À minuit, quand résonnent les 12 coups de l'année nouvelle, Gisèle ferme les yeux et formule un vœu silencieux. Que cet enfant à naître hérite de sa force conquise de haute lutte, de sa capacité à aimer sans se perdre, de son courage pour construire sa propre voie. C'est sa plus belle victoire sur le passé, son plus beau cadeau pour l'avenir. 5 ans plus tard, un matin de printemps parisien baigne l'atelier de Gisèle d'une lumière dorée. Elle ajuste délicatement les dernières touches d'une campagne publicitaire pour une ONG internationale quand une petite voix l'interrompt. « Maman, regarde !» Emma, 4 ans, aux boucles brunes héritées de son père et aux yeux déterminés de sa mère, brandit fièrement son dernier dessin. Une maison colorée entourée de fleurs gigantesques et d'un soleil souriant. Pas de château, pas de princesse en détresse, juste une famille heureuse dans un jardin imaginaire. C'est magnifique, ma chérie. Tu as l'âme d'une artiste. Gisèle soulève sa fille, respirant cette odeur de shampoing à la pomme et d'innocence préservée. Emma ne connaîtra jamais la violence des mots qui blessent, les manipulations déguisées en amour familial. Elle grandira dans la certitude d'être aimée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle pourrait devenir. L'entreprise de Gisèle emploie désormais 8 personnes, occupant 2 étages d'un immeuble rénové près de Bastille. Ses créations ornent les façades du métro parisien et les campagnes nationales de grandes marques éthiques. Le succès n'a jamais altéré sa simplicité ni son exigence de qualité. Maxime entre dans l'atelier, sa mallette d'avocat à la main. Il a quitté l'association pour créer son propre cabinet spécialisé dans la défense des victimes de violences familiales. Leurs chemins se complètent parfaitement, lui réparant les blessures juridiques, elle redessinant les identités visuelles des structures d'aide. « Maman, papa, on peut aller au parc ?» demande Emma avec cet enthousiasme débordant de l'enfance. Ils ferment ensemble l'atelier, main dans la main, formant cette cellule familiale soudée que Gisèle n'osait plus espérer. Dans la rue, Emma court devant eux, ses cheveux voltigeant au vent printanier. Parfois, Gisèle repense à cette soirée de Noël qui a tout changé. Cette humiliation publique s'est transformée en tremplin vers une existence authentique. Elle ne ressent plus ni colère ni regret,
Juste une immense gratitude pour cette liberté conquise de haute lutte. Le téléphone de Maxime sonne. Un nouveau client, une femme de 40 ans qui vient de découvrir les manipulations financières de sa famille. Gisèle sourit en entendant les mots rassurants de son mari. Vous n'êtes pas seul. Nous allons vous aider à vous reconstruire. Le cycle continue, la solidarité se transmet. Emma ramasse un pissenlit sur le trottoir, souffle ses graines au vent en faisant un vœu secret. Dans cette graine emportée par la brise parisienne réside toute la magie de la Renaissance. Même les plus petites choses peuvent repousser ailleurs et créer quelque chose de magnifique. What else do I want? My clock? Take my candles. Do I want an orange bed though? I don't know if I want an orange bed. I'll take it anyways, I guess. Can you dye a bed that's already been dyed? I'm not sure. Do you want me to take all the apricorn? Yeah, all the apricorn. You come, man! Come back here! Teleport to me and help me. Okay. Empty all your pockets though. Our enchantment table and stuff, man. There's hella stuff still. I didn't even bring a pickaxe. Bring one pickaxe though, so I can break stuff. Cause I didn't bring one. Use the special EV. I don't know. Oh, more diamond. Dawnstone. Relic crown. Pink carpet. I want my carpet as well. Ladybug. I don't know what else I need. What else do I need? Item held by the starboard. What's a carapace? Enable the holder to switch out of paddle without fail. Cool. Okay, sure. Daycare is cool. So if you have like a Pokemon you want to level up, you can just leave him in the daycare and he'll level up slowly over time. What the heck? But yeah. They charge you? No. Oh, they don't? It's free? What the heck? Daycare. Free daycare. Why would I just leave all my Pokemon there then? You can only leave 2 there at a time. I see, but that's so easy though. I could level up my freaking... I've been trying to like level up all my smaller Pokemon and they just keep dying with every battle I try to do. So... Yeah. That'll definitely be helpful. Loaded dice. An item to be held by a Pokemon. This loaded dice always rolls a good number, and holding one can ensure that the holder's multi-strike moves hit more times. Cool. Mayflowers. What's a lava cookie? Use them once to heal all the status conditions of a Pokemon. Okay. Apricorn leaves? You have that's what you wanted to do with those? I forgot. Yeah. Okay. I think I have most of everything. Just grab all the apricorn. Yeah, I just did. And can we chop down some trees? I did not bring my axe though. I forgot my axe. I got the axe. What do you want from the trees? Just
What do you mean? Like The wood, or do you want the the saplings? both. My shears were in here. Did you take them? Yeah. Oh, okay. Oh, I want that as well.